Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc pour la clôture de cette semaine du logement accompagné que vous a proposé depuis mardi l'UNAFO, ponctué donc pendant 4 jours d'une vingtaine d'échanges. Vous avez été plus de 600 à y participer, donc soyez-en remerciés. En réalité, cette semaine s'était ouverte dès lundi avec la prise de parole de la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, en compagnie de Jean-Paul Vaillant, le président de l'UNAFO, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Président, Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Bon, on va reparler de cette semaine, bien sûr. Et Sylvain Mathieu est également avec nous, le délégué interministériel à l'hébergement et à l'accès au logement. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. D'abord, Jean-Paul Vaillant, un mot pour revenir sur les déclarations d'Emmanuelle Wargon en début de semaine, qui s'est posé, ou reposé en tout cas, en partenaire privilégié du logement accompagné, a-t-elle rappelé ? C'est bien comme ça que nous l'avons entendu. D'abord une satisfaction que la place du logement accompagné dans la politique du logement d'abord soit mieux reconnue ou au moins entendue. Donc un peu le sentiment que sur un certain nombre de points nous avons été écoutés. Et puis bien sûr aussi quelques inquiétudes, puisque elle l'a évoqué notamment sur le programme pension de famille avec des objectifs qui sont pas encore atteints, mais un encouragement puisqu'elle nous a annoncé qu'elle allait contribuer à débloquer les projets qui aujourd'hui l'étaient encore. On a entendu aussi, on a cru entendre, on a voulu entendre peut-être l'intention d'une politique plus volontariste en matière de création de résidences sociales, parce que le logement accompagné, c'est les pensions de famille, c'est un volet important naturellement, qui aujourd'hui est bien connu. Sur le volet politique de développement des résidences sociales, c'est peut-être encore aujourd'hui moins entendu, et donc on a cru entendre qu'il y avait une volonté politique que nous espérons pouvoir faire partager aussi par les partenaires des territoires, puisque c'est naturellement un point important. Ce que nous avons entendu aussi, c'est là pour le coup une affirmation très forte de la volonté de mener à bien le plan de traitement, puisqu'elle a évoqué les 142, je crois, foyers qui restaient à traiter. Un quart de ceux qui étaient prévus au départ. Un quart alors ça montre que les 3/4 ont été traités, oui, et heureusement qu'ils l'ont été, puisque dans la la condition, avec la crise sanitaire que nous connaissons, ça aurait été bien très compliqué il y a 10 ans ou 15 ans de faire face à cette situation. Les 142, et elle l'a indiqué, ce n'est pas forcément les plus faciles non plus. Donc cette volonté nous sera particulièrement utile dans les mois, les années qui viennent, et l'horizon qu'on avait défini de terminer, de mener à bien le plan de traitement en 2026 pour l'ensemble des opérateurs est un objectif qui devient atteignable à partir du moment où il y a une volonté politique, bien évidemment. Sylvain Mathieu, Jean-Paul Vaillant a cru entendre tout ça ou c'était la réalité de la pensée de la ministre ? Jean-Paul Vaillant a toujours l'oreille fine. Donc, je suis sûr et certain que c'est bien ce qui a été dit. Non, ce qui est important de retenir, me semble-t-il, c'est qu'il n'y a aucun doute sur la place qu'ont les résidences sociales, à la fois dans le plan logement d'abord, bien sûr, mais aussi comme leçon de la crise sanitaire. On voit bien que les personnes qui ont été dans les résidences sociales, qui ont été dans du logement très social, d'une certaine manière, ont été protégés et ont pu traverser cette période compliquée. L'autre enseignement aussi, c'est la question de l'accompagnement. Parce qu'il y a pu avoir, dans les résidences, dans les pensions de famille, des questions d'isolement des personnes. Et l'accompagnement, il est là pour justement retrouver cette ambiance collective. On est dans un produit mixte d'une certaine manière où on a son logement personnel et en même temps on profite. Même si cette solidarité elle était difficile à mettre en place pendant le premier confinement. Oui, oui, mais alors il y a eu beaucoup d'inventions. Je pense que à la fois les associations, les structures, les bailleurs ont mis en place un certain nombre de choses qui ont permis de passer cette période d'une certaine manière, sans trop de difficultés liées à justement ces questions de retrait du personnel social. Retrait d'ailleurs qui a été très relatif. En visitant d'ailleurs des pensions de famille, on a vu que le collectif dans les pensions de famille avait un vrai sens. C'est-à-dire qu'il y a eu une entraide qui s'est faite entre les personnes. Après, ce que dit Jean-Paul Vaillant est juste sur la volonté de développer les pensions de famille. Alors, on va y revenir certainement dans le cours de cet échange, mais on a affaire aussi à des questions qui sont de lier et l'investissement et l'accompagnement futur. Et ça, c'est parfois des questions budgétaires qu'il faut résoudre, mais la ministre a été très claire. Et j'en suis le témoin et j'en suis aussi l'acteur. On lève toutes les difficultés à chaque fois qu'il nous est signalé qu'une pension de famille est bloquée
pour des raisons parfois prudentielles en termes de projection financière ou de projection budgétaire. Donc là-dessus, on est très volontaire. Vous confirmez ça? J'ai bien entendu ça et on a bien compris. Et la volonté des opérateurs, elle est là effectivement développée. Alors on a un certain nombre de projets. Alors il y a des zones où c'est effectivement plus compliqué, mais ce n'est pas parce que c'est compliqué dans certains secteurs, qu'il y a des secteurs prédéfinis, qu'il faut renoncer à en créer là où les opportunités peuvent se présenter. Et c'est ces projets bloqués que nous allons faire naturellement remonter pour essayer de les débloquer, qu'il n'y ait pas cette contradiction ou décalage entre l'investissement et le fonctionnement qui est souvent et qui a pu être une source de blocage de projets. La ministre a déclaré qu'il y avait des freins encore à lever pour le développement des résidences sociales. Quels sont ces freins aujourd'hui? Est-ce que le modèle économique des résidences sociales est à revoir? Des freins, il en existe. Il faut penser à l'État. Je vais donner un certain nombre d'éléments là-dessus. Mais c'est vrai, il faut penser aussi aux collectivités territoriales. Très souvent, on a quand même des difficultés à accepter qu'une résidence sociale vienne sur son territoire. Il faut un travail d'explication. C'est aussi l'objet de ce genre de rencontres, de semaines sur les pensions de famille et de travail qu'on va avoir sur les résidences sociales. D'ailleurs, la ministre s'est engagée à ce qu'on travaille ensemble pour lever l'ensemble de ces freins. Et puis, je pense qu'il y a des réflexions à avoir sur le positionnement des résidences sociales. D'une certaine manière, la résidence sociale est un tout qui recouvre beaucoup de réalités. Et peut-être qu'on a à expliciter mieux leur rôle, leur cible en tant que public. Et puis, il y a évidemment un travail à faire sur la question de l'accompagnement, sur le renforcer. Évidemment, il y a un sujet qui est l'aide à la gestion locative et sociale, qui a été parfois écorné par les nécessités de l'urgence. Cette année, en 2020, la ministre a donné instruction à ce que l'autorisation budgétaire de 25 millions d'euros soit respectée, ne soit pas, encore une fois, mangée par l'hébergement d'urgence. Mais on est d'accord sur le fait qu'il va falloir progresser sur ce sujet et penser l'accompagnement dans les résidences sociales. Dans le cadre du logement d'abord, assez naturellement, il y a des besoins, il faut de l'accompagnement. On a parlé aussi cette semaine des SIAO et des difficultés des relations. On a parlé d'une recherche-action qui a été mise en place sur 3 territoires en France. Visiblement, sur le territoire de la métropole européenne de Lille, ça bouge. Il y a eu du changement. N'empêche que 11 ans après, ça reste quand même très difficile, très laborieux, les relations entre les acteurs et les SIAO, non? On va avoir dans l'année 2021 des discussions dans le cadre du service public de la rue au logement sur le positionnement des SIAO, sur leur gouvernance et sur, d'une certaine manière, le chemin à poursuivre pour remplir l'ensemble de leur mission. Parce que quand on regarde le Code de l'action sociale et des familles, tout y est. Tout y est clair, oui, c'est clair. Simplement, tout n'est pas en place. Ouais. Donc, il va falloir collectivement travailler à ce que l'ensemble de ces missions soient remplies. Évidemment, il y a la question de l'insertion, de l'accès au logement. Et là aussi, je pense qu'il faut rapprocher le travail de l'insertion avec aussi le travail de veille sociale, le travail d'observation sociale. On a ce chantier devant nous, mais c'est un chantier très constructif, c'est un chantier très structurel qui, je pense, va typiquement dans le cadre du service public de la rue au logement. C'est un problème d'information réciproque, Jean-Paul Vaillant? Je pense qu'il y a un travail à faire des deux côtés. Il y a un travail à faire des deux côtés. Vous l'avez évoqué très bien sur la question de la compréhension de ce qu'est la résidence sociale, des services qu'elle peut apporter, de son articulation aussi dans la chaîne du logement. C'est effectivement, c'est le sens d'ailleurs à nouveau cette année, on a publié les chiffres du logement accompagné. C'est maintenant une habitude qu'on va prendre annuellement de publier ces chiffres. On est allé un petit peu plus loin avec un certain nombre d'indicateurs qui montrent toute la place que les résidences sociales jouent dans ce parcours résidentiel et l'accès au logement. Et donc ça, c'est important, on va continuer. Vous le savez, on a l'intention de publier bientôt un plaidoyer. Alors plaidoyer, ça veut dire, alors c'est peut-être pas le terme qu'on va retenir d'ailleurs in fine, mais enfin ça veut dire convaincre. Parce qu'effectivement, dans les freins
Sylvain Mathieu on a mentionné. Et puis il y a un frein qui est important, il faut convaincre l'État, mais il faut aussi convaincre des collectivités territoriales. Et pour convaincre des collectivités territoriales, c'est un peu le sens du travail qui est engagé, c'est aussi donner à voir, montrer l'importance de ce qui est fait dans les résidences sociales. Ça commence à être compris pour les pensions de famille, parfois encore avec difficulté, on le voit bien. On a encore un travail à mener d'identification de ce qui est fait. Et puis bien évidemment, ça surprendrait que je ne parle pas des moyens, puisque... Alors, il y a eu 150 postes supplémentaires sur les CIAO déjà. Oui. Ouais. Donc, et le montant de la pension pour les pensions de famille a été revalorisé. Tout à fait. Donc ça, il y a des éléments positifs. Encore une fois, c'est une revendication qu'on avait de longue date. Donc j'ai au début de semaine souligné qu'effectivement, on avait été entendu sur ce point. Sylvain Mathieu notait que sur la GLS, il y avait une bonne perspective d'être au moins entendu, si pas cette année, parce que c'est un peu bouclé, au moins les années suivantes. On a le souci quand même que la GLS devienne une aide de droit. Parce qu'en fait, on voit bien que discuter des budgets à GLS en novembre 2020 pour une année qui s'écoule, pour faire fonctionner nos résidences sociales, il faut qu'on ait une visibilité. Et pour avoir une visibilité, il faut que l'aide soit connue, parce que c'est ça qui nous permet de déployer les moyens. Et c'est pour nous une revendication. C'est-à-dire vous demandez presque un contrat pluriannuel, on va dire. Ça pourrait être sous cette forme-là. Un contrat pluriannuel ou simplement se dire, pour qu'une résidence sociale fonctionne, voilà les moyens qu'il faut, ce qui permettra d'ailleurs de s'engager plus facilement dans les projets sociaux. Parce que comment s'engager dans un projet social sans savoir en parallèle les moyens dont on disposera. Sur ce sujet-là, Sylvain Mathieu? Moi, je suis très sensible à la question de la visibilité pour les acteurs versus l'engagement qu'on leur demande. Et donc, c'est clair pour moi qu'il faut avancer et rendre plus clairs les éléments de financement, d'accompagnement pour les résidences sociales. Ça, c'est un travail à faire. Alors, c'est un travail... Le programme 177, qui est le programme qui gère toutes ces questions-là, est un programme compliqué, qui est énormément touché par l'urgence. Mais on a montré dans le passé qu'on arrivait à donner plus de clarté dans ces financements et à les remonter au cours de l'année. Donc moi, ça me paraît un travail réciproque extrêmement important à faire sur le sujet. Sur la conviction des élus territoriaux, je me répète, je pense qu'il y a une question de lisibilité de l'action des résidences sociales. Et il faut qu'on travaille ensemble pour dire à quoi elles servent et en quoi elles sont importantes sur le territoire des élus pour résoudre les problèmes des élus. Ce n'est pas juste une question de l'État, ce n'est pas juste une question des bailleurs ou des associations. C'est d'abord une question de la gestion du territoire, de la gestion sociale du territoire qui doit les intéresser en premier lieu. Arnaud Richard, dans le débat de mardi en compagnie de Cynthia Fleury, parlait finalement d'organisation en tuyau d'orgue. C'est-à-dire qu'on a l'impression finalement que les gens ne se parlent pas forcément ou ne se connaissent pas. C'est quand même dommage dans un secteur comme celui-ci. C'est parfois une spécialité française, absolument, oui. Et du travail social aussi. C'est-à-dire que la masse des problèmes à résoudre entraîne des expertises par spécialité et il faut redonner de la pluridisciplinarité, de la transversalité très souvent. C'est un effort continu, mais c'est un effort qui est tout à fait faisable. Et il faut évidemment le faire, ne serait-ce que pour présenter un projet global vis-à-vis des élus. Moi, je suis aussi assez sensible à ce qu'a dit Jean-Paul Vaillant sur les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. Alors, peut-être qu'il faut adapter ça, mais en tous les cas, il faut qu'il y ait des engagements réciproques. Financement, engagement social et travail ensemble pour justement accompagner les structures, les acteurs sur ce chemin. Pour terminer, on parlait dans le débat de mercredi en compagnie d'Emmanuel Cos et vous-même, Jean-Paul Vaillant, de la quasi-absence, pour dire absence, de production de logements inscrits au plan de relance. Aujourd'hui, le logement social est, on peut dire, en panne en termes de construction. Il n'y en a quasiment plus, ou pas en tout cas. Les élus bloquent, après enfin, je ne dis pas moins en tout cas. En tout cas, on a fait le constat qu'après ces élections municipales, il y a un blocage visiblement des élus sur ce sujet-là. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une volonté de l'État de faire appliquer les obligations SRU ? Alors quand je me regarde, je me désole et quand je me compare, je me réjouis. La France, elle est quand même sur un niveau de production sociale de logements sociaux qui est supérieur à la moyenne européenne. Qui tient largement la comparaison avec le reste des pays européens. Bon. Après, c'est vrai qu'on a des spécificités, notamment celle d'une concentration très importante dans les métropoles et en particulier dans la métropole parisienne, qui accentue et exacerbe
les problèmes. Mmh. Mais il y a un effort quand même constant pour permettre cette production qui reste à un niveau haut, qui doit être encore boosté, et ça tout le monde en convient, mais ça n'est pas que l'action de l'État, encore une fois. C'est d'abord un travail partenarial qui engage les collectivités territoriales. Il faut accepter un certain nombre de logements sociaux sur le territoire. La loi SRU, elle est faite pour ça. Il y a quand même des récalcitrants. Ouais. Et la ministre a donné des instructions très claires sur le fait que dans l'examen triennal, il devrait y avoir des sanctions tout à fait claires vis-à-vis des communes qui ne respectent pas leurs obligations. Et donc, moi, je suis quand même confiant dans l'avenir. C'est un problème collectif, c'est un problème commun. N'importe quel élu responsable, il veut loger ses habitants. Et ces habitants, ils ne sont pas juste dans le premier décile d'un point de vue de la richesse, mais ils sont répartis sur l'ensemble du spectre. Et le logement social, il couvre quand même beaucoup de personnes qui peuvent y accéder. Paul Vaillant. Oui, c'est vrai, nous l'avons évoqué mercredi, la question de la production qui est un sujet effectivement pour le logement social en général et encore plus pour le logement accompagné. Quand on regarde les chiffres récents de production, si on fait abstraction du plan de traitement qui ne crée pas des places, qui simplement transforme, améliore la qualité du logement, ça c'est tout à fait évident, mais ne crée pas de places. Et aujourd'hui, quand on regarde notamment en zone tendue, les créations de places qui permettent d'accueillir dans le logement accompagné, c'est-à-dire de donner un premier accès au logement à des personnes qui ne pourraient pas accéder au logement ordinaire, on voit qu'on est clairement en carence puisqu'on était en stagnation et maintenant on est plutôt en recul. Encore une fois, je ne fais même pas abstraction des places créées dans le cadre du plan de traitement. Donc c'est effectivement une source d'inquiétude sur laquelle on entend travailler avec les blocages que j'ai évoqués, bien évidemment. Ça veut dire aussi que les financements doivent être au rendez-vous. Il ne faut pas qu'il y ait un décalage entre le moment où on a les financements et le moment où on a des opportunités. Mais les opportunités aujourd'hui pour créer une résidence sociale accueillant une diversité de population sont nombreux, restent nombreux. Moi, je suis confiant quand même pour l'avenir. Parce qu'on a vu avec les pensions de famille, on a des leviers de conviction. C'est vrai que les sorties de pensions de famille, elles sont peu nombreuses, mais parce que les projets sont en cours. Mais il y a énormément de projets. Il a fallu en fait simplement dire quel était l'objectif, faire ce travail de conviction et de visibilité vis-à-vis des élus, et les projets sont là. Donc je pense que sur l'ensemble de la chaîne, et en particulier pour le logement accompagné, ce travail est reproductible. Mais on est toujours confronté aussi à ce problème d'information qui est finalement assez lié à cette situation-là. Merci beaucoup Sylvain Mathieu pour cet échange. Jean-Paul Vaillant, c'est l'heure de clore cette semaine du logement accompagné pour vous. Écoutez, c'était notre première semaine du logement accompagné, donc un exercice qui, certes, ne se substituait pas aux rencontres nationales, mais qui nous a permis de faire de s'intégrer dans un dispositif plus ouvert. Donc, je crois que c'est quelque chose qu'on poursuivra certainement. On va bien évidemment refaire les rencontres nationales, et on a prévu ce qu'on avait prévu fin 2020, on va le faire fin 2021, en décembre 2021 à Marseille, parce que les rencontres nationales, c'est aussi l'occasion d'échanger, c'est le moment de mieux se connaître aussi, de partager des choses. Donc ça c'est important et bien évidemment on va le maintenir, mais ces premières semaines du logement accompagné, je crois qu'on va aussi les reproduire. On en parlera bien évidemment au niveau de nos instances, mais le fait d'avoir pu faire des schémas plus ouverts, d'avoir fait plus participatif, un succès pour une première rencontre, je crois qu'on peut le dire, va nous inciter à poursuivre. Et puis je voudrais remercier aussi bien évidemment tous ceux qui sont intervenus tout au long de la semaine, tous ceux qui ont participé au forum, au débat, qui se sont impliqués, et puis bien sûr aussi l'équipe qui a préparé tout ça, et puis l'animateur qui a animé. Merci. Bien évidemment. Mais effectivement, salut à Virginie Camelin, à Corinne, effectivement Bardou également, et à Arnaud de Broca. Voilà. Merci beaucoup Jean-Paul Vaillant, merci Sylvain Mathieu, merci de votre fidélité au rendez-vous du NAFO en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette semaine du logement accompagné. À très bientôt. Au revoir.